du monde cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, une mobilisation patriotique pour soutenir les forces de défense et de sécurité burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. Vers une sortie de crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, après la direction du parti, après le clan Léonce Koné, c'est au tour de la branche Mahamadi Lamine Kwanda de se ranger derrière les directives du président d'honneur Blaise Compaoré. Le bout du tunnel, visiblement, n'est plus loin. Victoire burkinabè au Tour du Faso. Mathias Sorgo remporte la deuxième étape courue ce samedi entre Nagrengo et Tenkodogo. Le maillot jaune reste la propriété de l'Angolais Bruno César. Voici donc pour le sommet de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y avait de la mobilisation cet après-midi. Elle s'est voulue forte au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous allons y revenir dans un instant. Mais avant, au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, après la direction du parti, le camp Léonce Koné, c'est au tour de la branche Mahamadi Lamine Kwanda d'afficher son engagement à respecter les directives du président d'honneur Blaise Compaoré. On apprend que toutes les 5 plaintes en justice contre l'équipe d'Edi Komboigo ont été retirées. Mahamadi Lamine Kwanda fait désormais dans l'apaisement. Abdourazak Traoré. Déception, regret pour avoir été exclu à la rencontre initiée par le président Blaise Compaoré afin de juguler la crise qui secoue le Congrès pour la démocratie et le progrès. En dépit de cette exclusion, Mahamadi Lamine Kwanda et compagnie se plient aux directives du président d'honneur du CDP. Leur camp a engagé 5 plaintes sur 6 contre le parti. Toutes les 5 sont en voie d'être retirées et c'est l'heure d'exprimer sa gratitude à Blaise Compaoré. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui aux fondateurs d'avoir repris main sur notre formation politique. Nous espérons fortement que les consultations qu'ils prévoient nous permettront de reconstruire la cohésion, l'unité indispensable à notre engagement. Les avocats s'affairent pour retirer les plaintes, mais Mahamadi Kwanda en a gros sous le cœur, même si son discours est légèrement tempéré. Si Edi venait à gagner le primaire, je prends acte et je dors chez moi. Je ne fais pas de campagne. Je vous parle à cœur ouvert. Mais je ne me poserai pas Edi parce qu'il a gagné. Parce que je suis cofondateur du CDP, je constate et je regarde. Mais je n'ai pas fait campagne. Je vous ai dit, s'il y a primaire, moi, vraiment, je voudrais tout le monde sauf Edi. Il m'a trop blessé. Il m'a manqué beaucoup de respect. Et dans la vie, là, on ne peut pas faire quelque chose à contre-cœur. Au-delà d'Edi Komboigo, c'est son entourage même qui pique au vif à Mahamadi Kwanda. J'ai honte de Yé, j'ai honte de Mélégué, j'ai honte de Yoli, j'ai honte de Moïse, j'ai honte de Likiaou. Ce sont ces 5-là qui ont mis Edi dans l'eau. Où l'eau là est plongée que de l'huile et de l'acide. Et ce sont ce qui va arriver au CDP à Edi. Aucun bord dans cette crise n'a été épargné face à la presse ce 26 octobre. L'exclu du CDP s'en est également pris à Kadri Désiré Ouédraogo. Devant Dieu, on n'est ni pour Edi ni pour Kadri. Pourquoi? Kadri a démissionné notre parti. Quand la bagarre démarre, il faut attendre faire la bagarre. Pourquoi il démissionne? Aujourd'hui, il n'y a pas de CDP, sur quel banc on va les soutenir? Il faut être clair, nous ne sommes pas des moutons qu'il faut gérer. Nous sommes des hommes normaux en confusion. Kwanda a pourtant annoncé chez d'autres confrères de retirer les plaintes que si et seulement si ces sanctions étaient levées. Un volte-face pour dire qu'il a joué sa partition et que c'est à la direction du CDP de faire la sienne. La page FIMO de cette édition au 2e jour de la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, c'est la Chine, pays invité d'honneur qui est sous le feu des projecteurs. Les potentialités économiques de ce géant ont été présentées. Le ministre burkinabé en charge du commerce souhaite que l'axe Ouagadougou-Pékin se renforce davantage. Aruna Kaboré a saisi l'occasion pour interpeller les commerçants chinois sur la nécessité de s'investir uniquement dans la vente en gros et à laisser le détail aux commerçants burkinabés. Roméo Kuita. Un ballet exécuté avec maîtrise par ses majorettes. Un pan de la diversité culturelle chinoise pour planter le décor de la journée dédiée à la Chine, pays invité d'honneur à la présente édition de la FIMO.
La journée nationale de la Chine, une opportunité de renforcer davantage l'axe Ouagadougou-Pékin qui se porte déjà bien à en croire les deux parties. Selon le ministre en charge du commerce burkinabé, les échanges commerciaux entre les deux pays se situent à environ 7 280 millions de dollars, soit une hausse de 62%. L'un des points noirs de cette coopération, c'est le dépassement de fonctions qui serait orchestré par la Chine sur le marché burkinabé. Des commerçants burkinabés se plaignent, accusant les Chinois de les envahir dans le commerce du détail. Le ministre du Commerce recadre les choses. Il faut que la Chine reste dans le commerce du gros. La Chine s'est engagée à nous accompagner dans le volet de l'industrialisation, dans le volet du commerce de gros, en étant des grands fournisseurs pour notre pays. Ils l'ont indiqué. C'est pour cela qu'ils ont fait le choix de venir avec des grosses entreprises qui sont dans la transformation, qui sont dans la création d'industries, qui sont des gros fournisseurs effectivement aux entrepreneurs burkinabés. Donc je pense que c'est une occasion à chaque fois que nous avons de montrer que c'est dans ce schéma-là que nous avons décidé de manière libre de coopérer avec la Chine, et la Chine a décidé de manière libre de coopérer avec le Burkina Faso sur ce chantier-là. Donc cela ne souffre d'aucune ambiguïté. La Chine de son côté ne veut pas non plus enfreindre aux règles de la coopération. Le pays s'engage à se retirer du commerce du détail au profit des nationaux. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur le ministre, son excellent monsieur le ministre. C'est-à-dire que les entreprises chinoises se sont concentrées plutôt dans les gros, tandis que les détaillants, on va laisser aux nationaux, aux burkinabés. Ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. L'Empire du Milieu encourage d'ailleurs ces entreprises à s'implanter au Burkina Faso pour aider le pays dans la transformation de ses matières premières, afin de permettre aux produits d'avoir une valeur ajoutée à l'exportation. Cette journée qui lui est dédiée est aussi l'occasion de visiter ses stands et ceux des autres pays sur le site de la foire. Une foire ouverte jusqu'au 3 novembre prochain. Le monde rural, lui, est plutôt préoccupé par ses récoltes. Rendons-nous aux champs dans la région du centre-ouest où le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a beaucoup apporté aux paysans. La moisson s'annonce très bonne. Abdoulaziz Sari. C'est la moisson dans le centre-ouest. Dans plusieurs localités de la région, les récoltes ont déjà débuté, comme ici à Nanoro dans le Boul Kiemde. Ces producteurs ont bénéficié d'engrais et ont été formés en technique agricole. Deux facteurs qui ont visiblement eu un impact sur la production. Plus de 70 tonnes de riz seront récoltés cette année dans cette rizière. On espère atteindre en tout cas au-delà de 70 à 71 tonnes. Aujourd'hui, avec la politique de l'État et la politique du ministère de l'Agriculture, c'est vraiment aller au-delà même de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. D'une superficie de 20 hectares, ce bas-fond a été aménagé par le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PMP2RS. Il y aura le riz est là, et nous on ne peut que dire merci au projet P1P2RS. Merci en tout cas au ministère de l'Agriculture dans son ensemble pour avoir choisi en tout cas ce site parmi tous les sites, je crois. Je me suis laissé convaincre qu'il y avait 22 communes au niveau de la région du centre-ouest et que sur tous les sites aménagés, nous étions le premier des sites et il y a des motifs de satisfaction. Outre le bas-fond, le projet PMP2RS a réalisé un jardin de plantes nutritionnelles à Réau dans le Sanguier. Un jardin exploité par une dizaine de femmes réunies en association. Les arbustes de baobab et de moringa semblent être bien arrosés et aujourd'hui, c'est la cueillette des feuilles. Nous sommes très heureuses de voir toutes ces personnes venir pour les encourager. Elles sont vraiment émues et elles comptent continuer dans le travail. Alors, au regard de tout ce que nous avons pu engranger comme résultat, on ne peut nullement occulter le fait que les impacts de ce projet sont vraiment visibles sur le terrain et tout cela ne serait possible sans l'appui du PMP2RS et bien entendu surtout de l'encadrement de l'appui technique avec bien sûr vraiment la complicité du directeur régional en charge de l'agriculture au niveau de la région du centre-ouest. Lancé en 2015, le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel a une durée de 5 ans.
Il intervient dans 4 provinces de la région du centre-ouest que sont le Boulki-MD, le Sanguier, la Sicily et le Ziro. Il y a aussi ce programme dont la contribution à la lutte contre la pauvreté est palpable au Burkina Faso. Réalisation d'infrastructures de production pour le monde rural, renforcement de capacités. Plus de 5000 producteurs ont bénéficié du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. Son comité de gestion était en atelier pour revisiter les actions. Sandrine Zogoré. Au premier semestre de l'année 2019, ce sont au total 5003 producteurs qui ont bénéficié de l'appui du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. 28 projets PME-PMI ont pu mobiliser des financements bancaires et privés d'un montant de plus de 1 million de francs CFA. Avec de tels résultats, le PCESA veut contribuer à une augmentation de la productivité des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de réduire le taux de pauvreté en milieu rural. C'est un programme qui coordonne l'ensemble des projets qui interviennent dans ce qu'on appelle la liaison production-marché. Qui parle de liaison production-marché, il y a tout ce qui est infrastructure post-récolte, il y a tout ce qui est réforme qu'il faut mener pour faciliter justement la fluidité des échanges. Il y a beaucoup qui a été fait, il y a beaucoup qui est programmé, et notamment justement dans le cadre justement du plan national de développement économique et social qui prévoit justement la mise en place justement de ces infrastructures, de ces unités de transformation, en vue non seulement d'améliorer le taux de transformation de nos produits, mais aussi d'améliorer justement le taux de commercialisation de nos produits, autrement dit petit à petit quitter cette agriculture de subsistance, aller un peu vers une agriculture orientée vers le marché. Des acquis engagés certes, mais quelques défis sont toujours à l'ordre du jour. Bon, les besoins aujourd'hui, c'est surtout les besoins de renforcement des capacités. Parce que vous avez beau construire des infrastructures post-récolte, il y a même la gestion même de ces infrastructures-là qui pose souvent problème. Donc, souvent, je le dis, il ne faut pas penser et transformer notre agriculture en ne faisant que du nouveau pendant qu'on ne peut pas entretenir même l'existant. Donc, on ne va pas passer éternellement en train de construire des magasins, mais aussi, quelque part, il faut qu'on s'arrête souvent pour voir est-ce que ce qui est déjà construit est bien géré. Donc, le véritable défaut aujourd'hui, c'est la gestion même de ces infrastructures. Conscient que le développement du Burkina Faso passe nécessairement par le développement du secteur agricole, le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture reste confiant que cet atelier du comité de revue peut être la solution pour réduire les problèmes. Les conclusions qu'on va tirer et les recommandations permettent de consolider les recommandations qu'on a tirées en juillet pour l'ensemble du programme budgétaire. La deuxième attente, c'est que les membres puissent examiner les rapports ainsi que les activités déjà entreprises pour voir leur pertinence et assurer que ces activités contribuent à l'ensemble de l'opérationnalisation du programme budgétaire. D'un coût global de plus de 41 milliards de francs CFA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole qui devrait couvrir la période de juillet 2013 à juin 2018 a été prorogé jusqu'en 2020 et est financé par le Royaume du Danemark. Le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, lui, a pour mission de favoriser l'accès des jeunes à des emplois et à des opportunités de développement de compétences. Il vient de former à Ouagadougou près de 200 jeunes sur le civisme et l'entrepreneuriat. Archimède Boy pour les explications. Réunis autour de cette table, ces jeunes écoutent attentivement leur formateur du jour. Ici, on parle de civisme et de citoyenneté, une initiative du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences, PJDC, qui vise à faire des jeunes des acteurs du développement. L'objectif global, en fait, c'est de faire des Burkinabés conscients et participatifs au développement. Voilà, si nous passons par le civisme, c'est pour en fait amener les gens à prendre soin du bien public. C'est amener les gens à être regardants sur les lois de la nation. Parce qu'il y en a, souvent par méconnaissance, qui les violent et ou quand on veut les interpeller, il y en a même qui trouvent que c'est assez amédant. Donc il s'agit donc de les sensibiliser pour qu'ils sachent qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et quand on ne respecte pas, qu'est-ce
qu'est-ce qui vient comme sanction, et ainsi de suite. En plus des notions relatives aux valeurs sociales, le PJDC forge l'esprit des jeunes à l'entrepreneuriat et à la préservation de l'environnement. C'est en fait faire en sorte que chacun puisse savoir que de ces 10 doigts-là, il peut faire quelque chose pour s'en sortir. Il n'est pas seulement attendre que ce soit son mari qui lui donne, ou que ce soit son papa, ou que ce soit une tierce personne qui lui donne, ou seulement attendre seulement que ça vienne de l'État. C'est-à-dire qu'actuellement, comme la fonction publique est devenue, si je peux m'exprimer ainsi, déficitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, la fonction publique ne peut plus absorber toute la jeunesse qui est en train de venir là. Donc il faut inciter les gens à aller vers les activités génératrices de revenus, notamment les femmes. Et sur l'environnement, c'est d'amener les gens à avoir un regard sur la sauvegarde donc, de l'environnement. Voilà, ne pas brûler, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Les participants, composés majoritairement de femmes, ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette formation. Le PJDC, à travers ses programmes, vise l'autonomisation financière de la jeunesse burkinabé. Gouvernance des finances publiques, fourniture des services d'éducation, de santé et nutrition, d'eau potable et d'assainissement, 20 communes du Burkina Faso dressent l'état des lieux de leur performance. Une initiative de CERAF-PF, le Centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques. L'exercice permet d'améliorer le niveau de compréhension des citoyens et des gouvernants locaux sur les finances publiques locales. Archimède Boy. Il représente 20 communes du Burkina Faso. Autour de cette table, ils examinent l'étude réalisée par le Centre d'études et de recherche appliquée en finances publiques, CERAF-PF, en matière de gouvernance locale. La transparence budgétaire, la participation citoyenne et la redevabilité sont passées au peigne fin. Pour ce qui est de la transparence budgétaire, elle n'est pas à son niveau le plus optimal. Voilà, donc ça veut dire que les populations n'ont pas toujours accès aux informations budgétaires. Et au niveau donc de la participation citoyenne, c'est pratiquement la même chose. Donc les populations, soit parce qu'elles connaissent leurs droits en termes de participation citoyenne, soit parce que les autorités ne font pas donc le pas vers les populations pour les impliquer dans le processus de décision. Et en termes de redevabilité, là, il faut dire que quand même, il y a une amélioration à travers donc l'organisation régulière donc des journées de redevabilité. À travers cet atelier, le CERAF-PF veut susciter l'implication des citoyens dans la gestion locale. L'idée, c'est d'abord d'organiser la société civile au niveau local et leur permettre d'interagir avec les autorités. Et cette organisation donc, elle passe par la mise en place donc, des comités de veille citoyenne sur le budget qui vont conduire donc, des actions sur le terrain avec les autorités. Et nous avons aussi prévu simplifier les budgets des collectivités d'intervention et leur permettre de les afficher donc, pour que les citoyens aient accès donc, à ces documents-là en la forme la plus simplifiée possible. Ce projet rentre dans le cadre du renforcement de la veille citoyenne et de la redevabilité sociale. Il a bénéficié de l'appui de l'UNICEF. La pauvreté au niveau du Burkina est beaucoup plus au niveau communautaire, au niveau local. Et il est important de travailler à faire en sorte que l'accès aux services sociaux de base, que ce soit la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, puisse, n'est-ce pas, être une réalité au niveau de ces communautés et que ces communautés puissent comprendre les enjeux de développement local et pouvoir soutenir les actions des autorités locales également. Le rapport final sera présenté dans les différentes communes lors d'un atelier de mise en débat réunissant les différents acteurs. Rendons-nous tout de suite au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour donner du tonus, pour remonter le moral des forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme. La mobilisation s'est voulue forte cet après-midi. Abdoulaziz Sarré vient de rentrer du stade municipal. Voici son constat. Ils ont mis leur appartenance politique, leurs différences ethniques et religieuses de côté, puis sont venus comme un seul homme dire non au terrorisme au pays des hommes intègres. Ces hommes et femmes, tous mobilisés, s'engagent à soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les forces du mal qui ne cessent d'endeuiller des familles. Pour ces Burkinabés, c'est la patrie d'abord. Population des 13 régions du Burkina, nous avons suffisamment pleuré nos morts. Nous avons suffisamment enterré les dignes fils tombés les armes à la main. Et nous avons suffisamment fait montre de patience
il faut désormais que ceux qui nous agressent sachent qu'il y a une limite à tout. Le Burkina a des héros qui ont combattu avec rage et détermination pour préserver l'intégrité de leur territoire et la liberté des populations depuis la nuit des temps. Il n'est pas vain de rappeler que nous sommes des enfants du Burkina, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara. Pour joindre l'acte à la parole, 3 véhicules et une centaine de motos ont été offerts au FDS. Les veuves, orphelins et les déplacés n'ont pas été oubliés. Des vivres leur sont également offerts. Vu qu'il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a la chefferie coutumière, il y a pratiquement toutes les composantes donc, du peuple burkinabé ici. Et effectivement, le président de Faso voulait simplement leur rappeler qu'il salue donc les forces de défense et de sécurité. Et il voudrait également prier pour que ceux qui sont victimes, ceux qui en sont décédés, qui reposent en paix, ceux qui sont blessés, qui retrouvent la paix et la santé, et les familles qui ont été éprouvées, donc ils ont le soutien de toute la nation burkinabé. Selon le Larlé Naba, le Burkina Faso n'a jamais reculé devant une difficulté et ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. Il appelle à un sursaut patriotique afin de mettre hors des frontières les terroristes. Les forces de défense ont leur part dans cette guerre, mais les populations civiles, jeunes, femmes et vieux, marabouts, devins, tengsoba, tapsoba, prêtres, pasteurs ont leur partition à jouer. Car lorsque le warba de la tribu se danse dans un plat, il revient à chaque membre d'y mettre le pied. Tour à tour, les autorités religieuses ont fait des prières à l'endroit des forces de défense et de sécurité afin qu'ils sortent vainqueurs de cette guerre asymétrique. Nous prions Dieu pour qu'il donne la force au FDS afin qu'ils puissent vaincre les terroristes. S'il plaît à Dieu, cela va se réaliser. C'est leur devoir de protéger la patrie et de défendre tous les Burkinabés. Et pour cette noble mission, Dieu sera de leur côté. Le gouvernement appelle les Burkinabés à plus d'union et de tolérance, condition sine qua non de la paix au Burkina Faso. Une presse privée pas rentable, pas viable, c'est une réalité africaine. La société économie des médias privés au Bénin, c'est le sujet d'une thèse de doctorat en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'IPERMIC, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias. L'étudiant Lucien Batcho conclut en appelant les promoteurs des médias à développer un modèle économique pour relever les défis de la rentabilité et de la viabilité. Stéphanie Hien, Arsène Konditamde. L'avènement de la presse en ligne, une menace pour la suivi de la presse écrite. De nouvelles sources d'accès à l'information détournent une partie significative du lectorat. Pour l'impétrant, l'organisation, la politique éditoriale et commerciale, les conditions de travail, voire le management, sont à repenser. C'est ce qui l'amène à s'intéresser à la rentabilité et à la viabilité des presses privées du paysage médiatique béninois. Au regard de nos hypothèses de départ, la presse peut être viable et rentable. Viable à condition que les acteurs s'y mettent réellement. Sinon, à l'étape actuelle, l'environnement, l'écosystème dans lequel évoluent les médias n'est pas propice pour l'émergence de véritables entreprises de presse. Or, vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on a la menace des médias audiovisuels, donc de la radio et de la télévision, et la menace pressante, c'est les médias en ligne. Son directeur de thèse à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication est satisfait et préconise que les journaux aient un modèle économique plus innovant afin de remonter la pente. Il a utilisé une méthodologie satisfaisante parce qu'il a pris le cas de 4 journaux béninois qui paraissent régulièrement et qui sont les plus distribués sur le territoire béninois. Le jury lui attribue la mention très honorable pour l'originalité, la qualité et la pertinence de son thème. Lucien Batcho est désormais docteur en sciences de l'information et de la communication. Selon le jury, son document devrait être édité au profit des étudiants et surtout des patrons de presse. Voilà. Les nouvelles du Tour du Faso pour boucler cette édition. Victoire burkinabé ce samedi. Mathias Sorgo remporte la 2e étape au sprint à Tenkodogo, sa ville natale donc. 2e étape courue sur une distance de 150,5 km entre Nagrengo et Tenkodogo. Le maillot jaune reste sur les épaules de Bruno César, mais sa conquête par les Burkinabés a déjà commencé. Le point avec nos envoyés spéciaux sur le Tour, Sandrine Zougouri et Luc Pabelgem.
Mathias Sorgo portait en triomphe à Tinkodogo en terre natale. Le cycliste burkinabé a remporté la deuxième étape du Tour du Faso au sprint. Sur la ligne d'arrivée, le burkinabé a fait la différence devant Buil Peter de la Belgique et Anton Benedix de l'Allemagne. Vous avez vu que en 2017, voilà, le tour est arrivé à Tinkodogo. Moi, j'étais à ma 3e participation et mon objectif en tout cas, c'était de gagner à Tinkodogo. Voilà. Et ça a été une victoire ivoirienne avec Sanogo Aboudong. L'occasion s'est présentée à cette 32e édition. Moi, dans mon cœur, c'était vraiment de gagner l'étape d'aujourd'hui, surtout à Tinkodogo. Et au cas où je ne gagne pas, qu'un Burkinabé gagne, ça allait me faire beaucoup plaisir. Et vous avez vu depuis le matin, notre objectif c'était de rattraper notre retard d'hier et essayer de voir si on pouvait remporter l'étape. Les Burkinabés étaient décidés depuis le départ de Narengo pour Tinkodogo. Cette étape distante de 150,500 km a vu 3 Burkinabés enlever le premier point chaud à Mortedo par Salif Ouyer Banga, Souleymane Kone et Saadou Diallo. Au deuxième sprint intermédiaire à Zorgo, on retrouve le maillot jaune Bruno César, Bassirou Nikema et Jonas Doring. À Koupela, Bassirou Nikema devant Jonas Doring et San Van de Mirp. Les Burkinabés, dans tous les coups, ont éveillé les soupçons des autres, ce qui va donner une arrivée groupée à Tinkodogo. Avec cette victoire, Mathias Sorgo est 26e au classement général à 14 secondes du maillot jaune Bruno César. Dès le début de départ, j'ai essayé de me placer devant pour voir comment le coup de allait se dérouler. Mais j'ai vu que la bataille se faisait surtout entre l'Angola, le Rwanda et puis l'Allemagne. Voilà, donc les Burkinabés ont participé à la bataille et les Angolais ont contrôlé la course jusqu'à 20 km de l'arrivée. Personnellement, j'ai essayé de sortir avec un Belge et un autre Burkinabé. Voilà, nous avons mis un écart de 10 secondes que nous avons tenté et ils nous ont repris à 10 secondes de l'arrivée. Donc maintenant, c'était de se placer et puis jouer la victoire d'étape. J'étais le plus chanceux. La conquête du maillot jaune est lancée par les Burkinabés et l'étape de Narengo-Tinkodogo peut être le départ d'une remontée au classement. Cette étape a été courue à vive allure avec une vitesse moyenne de 45,810 km/h. Bruno César est maillot jaune, Mathias Sorgo maillot vert et Bassirou Nikema maillot rose des sprints intermédiaires. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, c'est Rianata Wina qui vous retrouve pour le journal en langue nationale morée. Excellente soirée sur notre chaîne, mais à 20h45, vous aurez justement le journal du Tour du Faso avec nos envoyés spéciaux Sandrine Zougouri et Luc Tablegen. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.